Chers amis, on va commencer dans 3-4 minutes, même pas d'ailleurs, avec Gérard Mordillat. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont peut-être pas fait attention, je vous signale que Gérard Mordillat est un grand ami des Amis de l'Humanité. Il en est le vice-président, lui aussi, n'est-ce pas? Et à la dernière Assemblée Générale des Amis de l'Humanité, d'ailleurs, il était venu... Enfin, il vient toujours, mais là, il était à la tribune. Bon, vous avez suivi ce qui s'est passé depuis 1 an et demi. On en a parlé beaucoup hier soir. Ça a été une année compliquée. Enfin, une année compliquée pour tous les Français, pour tout le monde, et pas que la France. Mais il y a quand même un secteur où il s'est passé des choses très étranges, en fait. On a pu comprendre certaines mesures du fait de la pandémie, mais on a quand même eu le sentiment, au fil des mois, et maintenant plus d'1 an, que le monde de la culture, au sens large du terme, donc les créateurs, les artistes, les écrivains, les cinéastes, etc., s'était retrouvé un peu comme en première ligne de tout ce qui leur tombait dessus. On a décidé d'inviter Gérard Mordillat, écrivain et cinéaste, pour en parler. Et je passe la parole à Marie-Stéphane Guy, journaliste et pigiste à l'Humanité. Bon, alors, grande tâche quand même, parce que la culture, en temps de Covid, la culture déjà, grand champ. Moi, j'ai envie de te demander d'abord, Gérard, comment ça s'est passé pour toi, en sachant que tu es dans l'adaptation des Vivants et des Morts pour une création théâtre. Comment ça s'est passé pour toi ces 2 années de confinement et de Covid? Je viens d'entendre Daniel Herrero nous parler rugby. Moi, je pense que je vais plutôt vous parler cyclisme, parce que l'écrivain, le cinéaste, a tout à voir avec le cyclisme et assez peu avec le rugby. Pourquoi? Bien parce que les qualités fondamentales d'un cycliste, mais aussi d'un écrivain, d'un cinéaste et d'un peintre, bien entendu, c'est comme le chat, la patience, l'opiniâtreté et puis l'endurance. Et il fallait effectivement, pour traverser le temps que nous traversions, de la patience, de l'endurance et de l'opiniâtreté. Parce que ça a été même stupéfiant de rapidité de voir à quel point les premières mesures gouvernementales qui ont été prises au moment de l'apparition de la Covid ont été des mesures d'interdiction de toutes les activités culturelles. Ça a été le premier réflexe, ça a été immédiat, ça a été tout de suite, il faut empêcher les théâtres de jouer, fermons les cinémas, il n'y a plus de cabaret, il n'y a plus d'exposition, il n'y a plus de bibliothèque, et même à un moment, on avait fermé les librairies. Donc, on se dit que là, il y a un point quand même assez intéressant et en même temps un point très chaud sur le plan politique. Pourquoi les premières mesures qui sont prises sont-elles prises à ce point en direction d'un secteur d'activité parmi les autres? Et je me souviens avoir fait un peu scandale au tout début de la première pandémie en m'étonnant publiquement que les cafés-tabac étaient toujours ouverts et que les librairies ne l'étaient pas. Donc il y avait là, on voyait bien des choix qui étaient des choix très réfléchis. Alors la réponse, elle est aussi évidente, je n'ai pas besoin d'appuyer dessus pour le montrer, c'est que aujourd'hui, dans la situation qui est la nôtre, j'ai le sentiment profond que, eh bien, la littérature, et particulièrement le roman, mais aussi le théâtre dans d'autres circonstances, sont les lieux où une liberté d'expression réelle, profonde, peut s'exprimer. Parce que si l'on regarde les médias, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, ils sont dans la suggestion de 8 ou 9 milliardaires et des forces qui les soutiennent sur le plan politique. Donc, la place à la liberté d'expression, si elle n'est pas officiellement censurée, elle est en tout cas très réellement et très profondément contrôlée. Et du côté du cinéma ou de la télévision, eh bien, c'est encore plus simple puisque peut se dresser à tout moment le mur de l'argent.
ça coûte trop cher, on ne peut pas le faire, etc. Ce qui a d'ailleurs pour conséquence de voir le cinéma français et la télévision aussi être dans une période détestable, totalement régressive, académique, conformiste, comme s'il n'y avait plus l'idée d'inventer des images, de renouveler les récits, et que l'on ressortait comme si c'était la dernière modernité, l'usage du vieux théâtre et des vieux romans recyclés éternellement dans les mêmes histoires. Donc voilà comment j'ai vécu, moi, cette traversée-là, à la fois dans une solitude par rapport à l'activité qui était la mienne, puisqu'on ne faisait plus de films, puisque je ne pouvais publier de livres, puisque les places dans les journaux, dans les télévisions, dans les radios étaient plus que comptées, et en même temps avec la conscience que le fait d'être désigné comme tel, comme la seule et véritable parole d'opposition, c'est-à-dire qui naîtrait justement de cette culture, me montrait qu'au fond, j'étais à la bonne place et j'étais à ma place, même si c'était une place solitaire. Mais est-ce que, justement, dans ce moment un peu particulier où le confinement et où tu as été coupé de tout lien social, comme tout un chacun, est-ce que ça a un impact direct sur le processus de création ? Est-ce que c'est castrateur d'une certaine façon ? Parce que tu as besoin de te nourrir justement de... Non, mais ce qui est violent, au moment des confinements d'ailleurs, je travaillais sur 2 projets théâtraux. D'un côté, une adaptation en théâtre musical de mon roman Les vivants et les morts, et de l'autre côté, d'une pièce qui s'appelle Tous les marins sont des chanteurs avec François Morel. Dans les 2 cas, nous avons répété 4 semaines, 5 semaines. Donc on est arrivé à un moment où on était prêt à jouer. On a fait une générale et confinement. Donc on n'a pas joué. Et là, la réponse est extrêmement violente. C'est là que c'est extrêmement frustrant. C'est réellement coitus interruptus. Au moment, au fin d'être confronté à la salle, d'avoir le retour du public, de savoir finalement pourquoi on a fait tout ce travail et pourquoi on s'est engagé sur cela, ça s'arrête brutalement comme si on prenait un râteau dans la figure. Et donc, c'est sur cela que c'est douloureux parce que à partir de ce moment-là, à la fois, il faut conserver la concentration, l'énergie, l'envie de faire ce que l'on est en train de faire que les uns et les autres puissent continuer d'être disponibles pour le faire, et soi-même, bien entendu, et puis, finalement, compter les jours jusqu'au moment où, enfin, on va s'y remettre. Alors, comme là, il y a eu confinement, retour à la normale, si je puis dire, tout le monde s'est relancé, et au moment où on s'est relancé, 2e confinement, 2e fois où on prend la porte dans la figure. Donc c'est ça qui est douloureux. Et ensuite, il y a une chose qui a beaucoup été décrite dans la presse, en tout cas dans l'humanité, qui est, je dirais, un effet d'entonnoir, parce que aussi bien pour les théâtres que pour les cinémas, que pour, là aussi, les lieux d'exposition, mais les librairies, etc., s'accumulait soudain tout ce qui était paru juste avant les confinements, juste ce qui devait se paraître à ce moment-là, et tous les projets. Donc on se retrouvait avec une sorte d'embouteillage monstrueux dans lequel ni les uns, ni le public, ni les lectrices, ni les lecteurs, ni les spectatrices, ni les spectateurs pouvaient s'y retrouver. Donc c'est cela la situation actuelle, et c'est pour ça que plus que jamais, de façon réaliste, mais de façon métaphorique aussi, la culture est par excellence l'outil, peut-être l'arme, qui nous permet de lire la situation sociale, économique, politique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et justement, comme quand on est comme toi, un créateur du social, quand on est couplé du monde, quand le monde s'est arrêté, quand on est couplé et du public, mais aussi que tout est à l'arrêt, comment on fait pour rebondir, pour se nourrir ? Est-ce qu'on s'adapte ? Ce qui change fondamentalement, c'est, pardon de parler de mon cas personnel, mais
Moi, j'ai été tout le temps, et je suis tout le temps, et le plus possible en lien avec, disons au sens large, les mouvements sociaux. Très souvent, je suis intervenu dans des usines en grève, sur des piquets de grève, sur des choses comme ça. Et donc, j'ai beaucoup de correspondants qui continuent, par amitié, m'informer de ce qui se passe. Et puis, il y a cette quête de l'information qui est réellement, quotidiennement, de plus en plus difficile parce que si on peut lire, notamment dans l'Humanité, une relation assez soutenue des différents conflits sociaux qui se mènent, si on peut trouver dans des sites comme là-bas si j'y suis, Mediapart, Daniel Schneiderman, etc., un certain nombre d'informations qui viennent, la recherche de ces informations est aussi quelque chose qui finalement prend beaucoup de temps. Et ce temps, alors vous me direz, on avait le temps puisqu'on était confinés, on n'avait que ça à faire. Mais on n'a pas que ça à faire. Et puis il y a surtout la nécessité d'avoir un contact physique avec la réalité des choses. Et quand j'ai tourné l'adaptation des Vivants et les Morts, j'ai tourné à Hénin-Beaumont dans une usine où j'étais venu 2 ans plus tôt, quand l'usine était occupée, pour faire une lecture des Vivants et les Morts. Et quand j'y suis retourné 2 ans après, toutes les machines avaient été déménagées, tout le monde avait été licencié, et on tournait un film qui racontait exactement l'histoire de ce qu'ils avaient vécu. Avec cette chose d'autant plus étrange que nous avions engagé dans l'équipe, à la déco, au costume, à la régie, etc., beaucoup d'anciennes ouvrières et d'ouvriers qui avaient travaillé là. Mais ce contact direct, pour moi, c'est essentiel. Je suis toujours étonné quand je lis certains livres ou certaines traductions, de voir que beaucoup écrivent ou lisent et n'ont de connaissance du monde qu'ils décrivent qu'à travers de la documentation. Et ça change tout. S'il n'y a pas de documentation, s'il n'y a pas une expérience personnelle. Mais cette histoire de la documentation, c'est quelque chose aussi qui vient très directement, je dirais, de l'influence néfaste de la télévision et des médias aussi. Vous savez, on imagine toujours, et alors notamment et spécifiquement, j'ai envie de dire, quand on écrit sur le monde du travail, que l'auteur, justement, s'est documenté, qu'il a fait des enquêtes, qu'il a fait des entretiens, qu'il a lu des ouvrages de sociologie, etc. Mais on n'imagine jamais, ou très peu, que l'auteur puisse écrire ce qu'il écrit à partir de son expérience personnelle, non pas pour en faire un témoignage, mais pour en créer une fiction. Comme on écrit Ulysse de Joyce, et on ne demanderait pas à Joyce s'il avait été lui-même agent de publicité. Ça serait assez ridicule, quoi. Ou à Dostoïevski, s'il a été starette dans un temps ancien. Donc il y a ça, il y a cette chose-là, il y a une sorte d'incompréhension, voire de mépris fondamental des commentateurs pour tout ce qui touche, disons de façon large, au social et spécifiquement sur le monde du travail. Parce que là aussi, l'aspect est sociologique. Ceux qui aujourd'hui parlent des films, parlent des livres, etc., dans les médias, n'ont en réalité que très peu, voire pas du tout, d'expérience du réel. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec Jean Asfeld et Sorge Chalandon, où nous étions tous les trois journalistes au journal Libération. 20 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, on discute et on se dit qu'il y avait quand même une chose très étonnante, c'est que tous ceux qui étaient à Libération, avant d'y être, avaient exercé un métier. Sorge avait été chez Alstom, Jean avait été prof de gym, enfin bref, moi j'étais ouvrier imprimeur. Nous avions une expérience du réel et l'idée que c'était important
pour témoigner de ce dont nous voulions témoigner du quotidien. Bien, tout cela, je crois, a disparu, et peut-être que la Covid, la pénurie, la pandémie, la solitude fait qu'on peut peut-être rendre plus sensible cette nécessité pour les artistes au sens général d'oser regarder le réel, de le dire, de le filmer, de le peindre, de le faire exister dans des livres. Je crois que c'est ça qui est très important. Je crois, je vois dans la salle des amis, et moi, il y a à l'école biblique de Jérusalem, on m'a raconté un petit apologue juif que je trouve merveilleux parce que je ne connais pas de meilleure description de ce que je fais et je pense de ce que font beaucoup d'artistes. Cet apologue juif raconte comment un juif très bien de sa personne, très élégant, très prospère, se regarde tous les jours dans une glace et se trouve toutes les qualités d'élégance, de prospérité, d'humour, de distinction, etc. Jusqu'au moment où un rabbin passe là et efface le teint du miroir. Et soudain, ce juif, si prospère, si élégant, si riche, si content de lui-même, découvre la réalité du monde. Eh bien, je crois que aujourd'hui, c'est la tâche fondamentale des artistes, quels qu'ils soient peintres, cinéastes, hommes de théâtre, écrivains, c'est d'effacer le teint des miroirs. Parce que nous vivons dans une société qui nous entoure, qui nous cerne de miroirs et de leurres pour que justement nous n'ayons pas de regard sur le visuel et que nous soyons incapables de lire le monde qui s'écrit devant nos yeux. Voilà ce qui a été ma réflexion, si j'ose dire, pendant cette pandémie. Donc, vous coupez justement du regard que tu pouvais porter sur le monde, puisque le monde était un peu à l'arrêt. J'imagine que ça a été très compliqué. Qu'est-ce que tu peux dire justement, tu l'as effleuré tout à l'heure, mais est-ce que tu peux revenir sur la gestion du gouvernement pendant cette crise vis-à-vis de la culture ? C'est vite dit, la gestion du gouvernement, elle a été catastrophique et Madame Bachelot est absolument clownesque et catastrophique. Ce qui est important, ce que j'ai trouvé très important, c'est de voir que très vite, quand même, les intermittents se sont organisés, ont occupé des théâtres, ont essayé de faire vivre leur protestation en étant sur les lieux mêmes de leur travail. Parce que on n'y pense pas assez souvent, mais le combat des intermittents du spectacle est toujours dans les médias présenté de façon disqualifiante. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces rigolos qui passent leur temps à boire des coups et à jouer des pièces ou dans des films ? Bref, une sorte de profession de feignants qui ne devrait rien revendiquer. Et en même temps, cette question de l'intermittence revient tout le temps. Elle était un des chevaux de bataille du CNPF lorsque j'étais président de la Société des réalisateurs de films. Elle est aujourd'hui aussi une question importante pour le MEDEF, pour le gouvernement. Mais pour une chose que j'aimerais vous rendre sensible, c'est que l'intermittence, et ça nous arrive de plein fouet, c'est le modèle par excellence de l'emploi du futur. C'est ça qui est important. Parce que qu'est-ce qu'un intermittent ? Un intermittent, qu'il soit acteur ou qu'il soit réalisateur ou metteur en scène ou qu'il soit un artiste, c'est quelqu'un qui n'a pas d'horizon au-delà du jour travaillé. L'horizon de l'intermittent, c'est la journée de travail. Tu peux peut-être expliquer comment ça fonctionne, le statut d'intermittent. Mais concrètement, c'est ça. On travaille une journée, on peut être embauché et débauché simplement sur cette journée. Et donc là, on arrive à des questions de grammaire. Parce que pour que ça puisse fonctionner, il faut évidemment supprimer le passé. Et c'est toute l'action du MEDEF et des forces qui le soutiennent, de supprimer le passé, de supprimer toutes les lois de protection sociale des salariés, de supprimer le code du travail,
de supprimer tout ce qui finalement structure la société dans sa relation entre employeur et employé. Supprimons le passé. Et comme l'intermittent n'a pas d'autre horizon que la journée travaillée, eh bien supprimons aussi le futur. Il n'y a plus de futur. Donc il n'y a plus qu'un espèce de présent virtuel et sans cesse renouvelé selon les donneurs d'ordre. Eh bien ce modèle-là, c'est le modèle de l'emploi tel que le pense et tel qu'essaye de le mettre en place depuis au moins 30 ans toutes les forces patronales et les forces politiques qui les soutiennent. Et c'est pour ça que les intermittents du spectacle continuent et continueront à être une question centrale pour eux. Mais pourquoi ? Mais parce que c'est l'éprouvette dans laquelle ils essaient toutes ces nouvelles expérimentations et cette façon de penser le travail. Et donc on voit bien que lorsque les réformes, avec autant de guillemets qu'il faut pour le dire, seront en place, on ne parviendra à ce rêve où finalement chacun ne pourra exister que selon l'ordre qui lui sera donné dans une seule journée à un seul moment. Eh bien, on le voit de façon assez parallèle et perverse avec toute la question des auto-entrepreneurs. Et le jour où tout le monde sera transformé en auto-entrepreneur, eh bien, nous serons devenus un peuple de mendiants. À t'écouter, on a l'impression que les artistes, les créateurs en tout genre font peur au pouvoir public. J'espère que les artistes font peur. J'espère que les pouvoirs publics, et pas pour de fausses raisons, c'est pas pour voir telle ou telle vedette de cinéma qui tirait soudain tout le mal qu'ils pensent du gouvernement. Non, je pense plus profondément que ça, parce que le travail artistique, sous toutes ses formes, est un vrai travail critique au sens kantien du terme, c'est-à-dire de déterminer la chose réelle, et que rien ne fait plus peur à un gouvernement, quelle que soit sa tendance d'ailleurs, que l'on fasse une critique du réel. Et c'est pour cela, et j'espère que toujours, ces artistes feront peur. Vous connaissez cette phrase que j'adore du poète Antonin Artaud, qui disait à un autre jeune poète qui s'appelait Jacques Prouvel, il lui disait « Vous n'êtes pas assez révolté, monsieur Prouvel ». Eh bien, je suis profondément convaincu que nous ne sommes pas assez révoltés et que nous ne le serons jamais assez. Et que, bien entendu, c'est aussi là, finalement, mais sans que ce soit... il n'y a pas d'instrumentalisation des œuvres, mais c'est aussi une des fonctions de l'œuvre d'art, d'appuyer sur les points les plus douloureux de la société et nous permettre de les voir comme, justement, on essaye de nous aveugler. Et moi, je crois que c'est pour ça que je me bats, c'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que je fais des films, c'est pour ça que je fais du théâtre. Et j'insiste sur le théâtre parce que, vraiment, dans les arts vivants, le théâtre aujourd'hui permet de faire entendre des voix qui, par ailleurs, sont des voix entièrement étouffées, interdites, impossibles à entendre. Eh bien, soudain sur une scène, même devant une salle peu remplie, une parole se prononce et c'est d'individu à individu. Et ça, c'est essentiel parce que ce lien de l'un à l'autre, c'est celui qui, à la fois, fait la force inouïe d'un peuple et qui, en même temps, est la menace fondamentale des gouvernements et des idées terribles qu'ils ont en tête. Je fais juste une petite chose là-dessus parce que je voudrais vous signaler une chose qui, moi, m'a vraiment... Alors, j'étais stupéfait de ça. Dans le dernier numéro du Monde Diplo, Pierre Rimbert fait une analyse critique d'un rapport sénatorial sur le traitement informatique de la pandémie et sur ce que ce devrait être au futur et comment on devrait organiser la surveillance des populations, de la médecine, etc. Et ce rapport sénatorial, c'est pas un tract politique, c'est un rapport officiel conclu, et ce sont ces termes,
en expliquant sans vergogne qu'il y a aujourd'hui la nécessité d'une dictature, que si la santé commune est au prix d'une dictature, mieux vaut une dictature qu'une démocratie qui empêche cette chose-là. C'est un rapport sénatorial. Alors quand on lit ça, on entend évidemment, on saute au plafond, on se dit mais ça y est, on revient plutôt Hitler que le Front populaire ou la célèbre phrase de Hayek, le maître à penser de tous les penseurs néolibéraux aujourd'hui, qui disait « Je préférerais toujours une dictature qui soutient le marché à une démocratie qui le récuse ». On en est là. Eh bien, évidemment, dans ce combat-là, je veux et j'espère que les artistes, d'où qu'ils soient, seront effectivement en première ligne. Mais tu as quand même l'impression que la crise a permis de museler encore un peu plus, ou que le gouvernement avait une tentative de museler encore plus la création et les paroles des créateurs et des artistes. Il y a un effet qui là aussi a été beaucoup dénoncé sur le traitement de la pandémie vis-à-vis de tous les artistes, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une incroyable précarité pour beaucoup d'entre eux. C'est-à-dire ceux qui étaient dans des institutions nationales ont pu traverser parce que ces institutions étaient capables de maintenir notamment les salaires, mais sur le plan du théâtre, parce que c'est l'exemple le plus criant, toutes les petites compagnies, tous ceux qui faisaient aussi bien des marionnettes que différentes choses, ceux-là ont énormément souffert, souffrent encore, et beaucoup disparaîtront. Mais ça aussi, cette politique malthusienne est, je dirais, une sorte de serpent de mer des organisations patronales et des politiques qu'ils soutiennent. C'est-à-dire, on entend très régulièrement tel ou tel député se plaindre que la France produise trop de films, publie trop de livres, subventionne, parce que même si c'est pas subventionné, tout apparaît comme subventionné, le cinéma, etc. Il y a un rêve, effectivement, de dictature, c'est-à-dire de suppression de toute parole qui ne serait pas une parole autorisée. Et j'ai écrit un roman qui a été une des grandes victimes de la Covid, qui s'appelle Les Roses Noires, qui décrit ça, qui décrit ce qu'est le monde à partir du moment où il n'y a plus aucune autre possibilité de dire que de répéter ce que dit le gouvernement et où il n'y a pas d'autre liberté que de circuler dans les lieux qui vous sont désignés et en suivant les itinéraires qui vous sont tracés. Ce qui est grave, et parce que j'en suis absolument convaincu, moi je suis convaincu que la fiction marche toujours un pas en avant de l'histoire et qu'on a tous tout à fait intérêt à bien lire ce qu'il publie, à bien voir ce qui se montre et à comprendre à travers ces textes, à travers ces images, que ce que nous voyons, ce n'est pas quelque chose du passé, ce n'est pas parce que l'œuvre est projetée ou exposée ou publiée qu'elle est du passé. Non, non, c'est tout le contraire. Elle nous dit ce qui nous attend. Et ça, il faut bien en avoir conscience. C'est ce qui nous attend. Et ce qui nous attend, d'une part, n'est pas réjouissant, et d'autre part, nous invite à pratiquer, sinon le rugby, en tout cas le sport, pour garder en forme le jour où il faudra monter sur les barricades. Donc, avec cette vision. Alors, après cette vision assez effrayante, j'ai une question un peu candide sur qu'est-ce que c'est qu'une politique culturelle ? Et en tout cas celle qu'on a dans notre pays aujourd'hui. Une vraie politique culturelle serait une politique qui, d'abord, permettrait à tous l'accès aux différentes sources de culture par la gratuité, non seulement des bibliothèques,
mais par un soutien à la librairie. On a en France une chance extraordinaire d'avoir un très grand parc de librairies indépendantes. Eh bien, une des mesures que j'attends de voir mettre en œuvre depuis longtemps, c'est 0% de TVA sur les livres et suppression des 5% de remise pour les grandes surfaces. Eh bien ça sauverait l'ensemble des parcs de la librairie, puisque là aussi, ce n'est pas un rapport de gauchiste, un conseiller d'État avait fait une étude très approfondie et qui montrait que les librairies avaient comme rentabilité 0,4%. C'est-à-dire que les libraires, la plupart que je connais, vivent grosso modo au SMIC, quand souvent c'est pas en dessous. Je connais une libraire à Nancy, où les 2 femmes qui tiennent la librairie ne se payent pas et vivent parce que leurs maris ont des emplois. Bon, ça c'est une vraie politique culturelle. Soutenir la librairie, soutenir toutes les salles. Il y a une chose qui a sauvé le cinéma français, c'est la municipalisation des salles de cinéma. En Italie, la perte d'influence du Parti communiste et de l'Église a fait qu'aujourd'hui, il y a des endroits où 300 km à la ronde, il n'y a plus un seul cinéma. Parce que les cinémas étaient tenus par les communistes ou par l'Église et que tout ça a disparu. Donc, soutenir aussi le cinéma pour que, de façon la plus proche possible du public, les gens puissent aller voir les films, découvrir les films. Et puis, tant mieux si on produit 320 ou 350 films par an en France. Ça nous dit quelque chose de la situation qui est la nôtre. Alors une vraie politique culturelle, ça passe aussi par une éducation à l'image. Parce que de ce côté-là, nous sommes totalement infirmes. Il faut apprendre, et dès le plus jeune âge, à regarder les images. Alors, à savoir, la démonstration est vite faite, notamment un exemple. Moi, j'adorerais, je l'ai déjà fait une fois dans une classe de 6e, montrer aux élèves comment le journal télévisé était fait. Pourquoi c'était éclairé comme c'est éclairé. Vous avez remarqué, tous les journaux télévisés du monde sont éclairés plein feu. L'image est parfaitement nette. Du bout du nez de la présentatrice au présentateur jusqu'au fond du décor s'il y a un décor. Eh bien, il dirait n'importe quoi. Il ferait des glossolalies comme Antonin Artaud. On dirait ce qu'il dit, c'est net, sans ombre. C'est la vérité. C'est un discours de vérité. Et ce discours de vérité, bien, il faut apprendre à le décrypter, à l'analyser. Ensuite, bien entendu, il est facile de faire voir comment la chose est montée, comment on organise un récit et comment ce récit doit nous amener à une conclusion. Cette éducation à l'image, elle n'existe plus ou elle n'existe pas aujourd'hui, comme tout ce qui est l'enseignement des arts plastiques, le travail critique sur la peinture, etc. Tout ça a été sacrifié parce que là aussi, ce n'est pas essentiel aux yeux de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Ce n'est pas essentiel. Pourquoi ce n'est pas essentiel ? Bien parce que, a priori, ça ne rapporte rien immédiatement, et surtout, ça ne peut que générer des esprits critiques. Donc, pas de rapport de l'esprit critique, ce n'est pas essentiel. Ce qui compte, c'est que ça rapporte. Et donc justement, pour aller plus loin, même toi, en tant que réalisateur, aujourd'hui, tu peux témoigner que de produire des films, c'est de plus en plus difficile, avec des exigences, notamment toi qui travailles aussi avec des chaînes de télé, qui sont de plus en plus fortes et qui vous mettent une pression... Oui, enfin, la situation française est assez amusante parce que ceux qui sont en responsabilité, y compris dans les chaînes de télévision publiques, il y a plusieurs choses. D'abord, ont eu 30, 40 ans et ont une très faible culture cinématographique, voire télévisuelle. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, ces personnes qui, sur le plan, disons, économique ou politique, défendent ordinairement, je dirais, les positions les plus libérales, font l'éloge de l'entreprise, de l'audace entrepreneuriale, etc., etc. Et en réalité, se conduisent comme ne se conduisaient pas
le plus stalinien des fonctionnaires soviétiques. C'est ça le paradoxe de la France. À la fois un discours économique apparemment hyper dans le libéralisme, dans l'admiration de l'énergie entrepreneuriale américaine, et en même temps des pratiques normatives qui feraient rire des cinéastes soviétiques de la grande époque. J'ai discuté avec Konchalovsky, qui lui a l'avantage d'avoir travaillé dans les deux systèmes, de connaître l'un et l'autre, et à la fois il trouvait qu'il y avait dans les deux systèmes des places à prendre et une façon d'être qui était que les Américains avaient au moins pour eux un avantage, c'est d'aller jusqu'au bout de la logique capitaliste. S'ils se lançaient dans un projet, tout devait être fait pour que ce projet aboutisse et rapporte, quel que soit le prix du film entrepris. Ça, c'était ça. Ça, c'était l'enjeu. Et par exemple, je me souviens, on avait discuté de Top Gun. Top Gun, je crois qu'ils ont retourné 17 fois la fin avant de devenir le succès mondial que c'est devenu. Et il disait, dans le système soviétique, l'enjeu n'est pas du tout là, l'enjeu est dans le scénario. Une fois que le scénario est accepté, on tourne exactement ce qui est écrit. Et on parlait du Stalker de Tarkovsky, où l'image est stupéfiante de beauté et le climat général, et il expliquait que Tarkovsky a mis 2 ans à tourner ce film parce que s'il est écrit extérieur, jour, pluie, on attend que ça soit extérieur, jour, pluie. S'il fait beau, on ne tourne pas. L'équipe reste au garde à vous attendant que les... Voilà. Ben, c'est cela. Bien, en France, on est, je dirais, on est écartelé entre les deux systèmes et on trouve une chose moyenne où l'esprit fonctionnaire et la dictature du bureau aujourd'hui règnent en maître. On a inventé des commissions et d'autres commissions et encore des commissions. Juste pour finir là-dessus, lorsque j'ai voulu faire l'adaptation de mon roman « Vive la sociale » pour en faire un film, il m'a fallu 5 jours pour monter l'affaire. Pour réaliser Mélancolie ouvrière, d'après le livre de Michel Perrault, il a fallu 3 ans. Pourquoi ? Voilà, tout a changé. Explique un petit peu pourquoi. Hein ? Pourquoi exactement, plus concrètement ? Parce que, justement, il n'y a plus de capacité de prendre de décisions et que la règle générale est d'ouverture des parapluies à tous les niveaux et que plus personne n'est capable de simplement, par adhésion, par envie, par culture, de se lancer sur un projet qui n'est pas le projet ordinaire qui finalement présente toutes les garanties que l'on peut trouver. Je veux dire, ce qui est un drame du cinéma actuel, c'est ça, c'est que quand je disais qu'on était dans une période régressive et tout, c'est que on est dans un cinéma qui ne veut que des garanties. Or, s'il n'y a plus d'audace dans l'image, eh bien, il n'y a plus de film. Et c'est très symptomatique de voir, et quand on discute entre cinéastes, chaque année, quand on est membre de l'Académie des Césars, on reçoit 300 films que nous devons voir pour ensuite en juger. On discute avec des cinéastes, on dit « mais t'en as regardé combien ?»« Oh, j'en ai regardé 2. Et toi ?»« Bon, j'en ai regardé 4. » Et puis voilà. Voilà, on est dans ça. Donc encore, je crois qu'on a devant nous de grands combats à mener et que ces combats, eh bien, c'est très important de les mener sur le terrain de la culture. Parce que je reviens au début de cette conversation, la culture au sens large permet et doit permettre, et même devrait être obsédé par ça, de faire entendre une véritable parole d'opposition. Et si la porte est fermée, passons par la fenêtre. Mon ami Frédéric Lordon, qui est un économiste et un philosophe, publie
un essai d'économie sur les subprimes qu'il écrit sous forme théâtrale et allant jusqu'au bout, le fait en alexandrin. Pourquoi ? Parce que s'il écrit un essai dans la forme ordinaire de l'essai, au fond, il touchera le public qu'il peut toucher ordinairement. S'il le fait comme ça, et si c'est joué sur scène, soudain, d'autres gens, d'autres publics entendent ça, se rendent compte d'abord que l'économie, ce n'est pas un domaine absolument incompréhensible à ceux qui ne sont pas économistes, et puis qu'à la fois on peut en avoir une distance critique, humoristique, et particulièrement pertinente. Et moi, je m'empare du texte, j'en fais un film pour passer par une autre fenêtre. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes condamnés à ça. Et je me suis souvent défini comme artiste de variété, parce que je peux écrire, je peux faire des films, je peux faire du théâtre, et je ne me prive d'aucun mode d'intervention. Parce que si on se prive de ça, on se prive de tout et on se condamne à ce que l'on voudrait condamner les auteurs, à être dans l'admiration narcissique d'eux-mêmes en oubliant le reste du monde. Et justement, pour en revenir à notre sujet de départ concernant la crise sanitaire et la culture, est-ce que pendant cette période, les acteurs de la culture sont un peu plus passés par la fenêtre, justement, pour essayer de s'adapter à la situation, de survivre aussi ? Pour survivre, chacun a trouvé les moyens. Le problème, c'est que beaucoup ont été empêchés, et tout ce qui est de l'ordre du théâtre vivant a été particulièrement empêché, parce que même dans les théâtres qui étaient occupés par les intermittents, ils n'avaient pas le droit, ils n'avaient pas accès à la scène. Je sais parce que moi, j'ai tout de suite proposé, quand il y a eu l'occupation de l'Odéon, que nous jouions la version musicale des Vivants et les Morts pour soutenir la grève. Mais c'était fermé, c'était protégé et on ne pouvait pas le faire. Et je pense que beaucoup de metteurs en scène de théâtre ont eu cette idée de faire jouer malgré tout dans les... C'est ça qu'il aurait... Bon, là, la force policière n'a pas été dépassée. Et je crois que l'invention, oui, elle a été totalement muselée d'une certaine manière. Il n'y avait pas d'autre issue de ça. Alors, la chose positive, c'est que peut-être à travers ces empêchements, une conscience plus grande des attaques contre la liberté qui sont quotidiennes a grandi dans l'opinion. Je veux le croire. Et justement, toujours sur la crise sanitaire, quelles seraient les mesures immédiates que tu souhaiterais qui soient prises par le gouvernement ? Non, pour sortir de la situation critique et d'urgence que tu as décrite précédemment. Je veux dire, là, le problème, c'est que je ne me lancerai pas dans des prévisions de cette nature, puisque je trouve qu'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que la parole gouvernementale est... entièrement disqualifiés tant ils ont menti au cours des différentes choses. Donc comment se faire une opinion, une analyse de la situation réelle, tant sur le plan sanitaire que sur le plan social, etc. Sincèrement, je n'ai pas d'idée par rapport à ça, dans la mesure où je suis incapable de juger en réalité de la situation. Je suis comme vous tous ici, je vois qu'on nous impose un pass sanitaire, que d'une certaine manière la vaccination devient obligatoire. Peut-être est-ce une mesure indispensable. Bon, le pass sanitaire, ça c'est encore une autre question. C'est une façon de contrôler les personnes et les populations. Mais en même temps, chacun d'entre nous qui a un portable, un ordinateur, un abonnement à Vélib et machin, nous sommes déjà tellement surveillés que c'est simplement un jouet de plus pour nous surveiller. Nous sommes dans une société de surveillance. Eh bien, si nous voulons rompre avec cette société de surveillance, c'est de rompre avec cette société. C'est tout. C'est pas autre chose. Il n'y a pas de mesure, de demi-mesure ou d'amélioration ou d'aménagement des choses. Où on a un point de vue de rupture absolue avec ce monde que nous récusons, ou simplement, comme les animaux traqués dans la forêt, nous devons survivre et c'est tout.
Alors, avant de passer la parole à la salle, est-ce que tu peux nous parler de ton actualité ? Mon actualité est une actualité d'écrivain, donc j'écris, et une actualité de cinéaste, parce que je vais commencer à tourner le 12 octobre une nouvelle série sur l'économie, avec cette fois-ci comme axe d'entrée la propriété. Parce que la propriété est sans doute, à mes yeux, le coin le plus performant pour comprendre la société dans laquelle nous sommes. Et que la question de la propriété n'est pas mise en avant alors qu'elle vraiment gouverne nos vies de toutes les manières qui soient, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan de la propriété intellectuelle, de la terre, de la mer, sur la propriété du ciel, puisqu'un combat a lieu en ce moment dans le monde pour la propriété de l'espace. Voilà, donc une activité d'écrivain, de cinéaste et de cycliste. Alors, puisque c'est Gérard, je vous dis la vérité. Normalement, on n'a pas le droit de passer la parole à la salle du fait de la pandémie. Je ne peux pas donner les micros, mais comme c'est Gérard, on va s'autoriser 2-3 questions dans la salle quand même. Il faut que les doigts se lèvent, évidemment. Sinon... S'il n'y a pas de questions, ça évite la pandémie. C'est ça. Il n'y a pas de questions à Gérard ? Non. Si, là-bas, quand même. J'arrive, mais je ne donne pas le micro. Ouais. Non. Oups, pardon, excusez-moi, bonjour. Bonjour, je m'appelle Bérénice. Je n'ai pas vraiment une question, c'est une réflexion. Je suis belge. Donc la Belgique est un petit pays de 11 millions d'habitants avec 3 communautés. Donc je parle au niveau des artistes, comme disait Oscar Wilde. Le passé est ce qui n'aurait pas dû être, le présent ce qui n'est pas, l'avenir appartient aux artistes. C'est souvent les artistes qui nous permettent donc de mettre en avant, comme vous l'avez dit durant ce moment, vous avez pris la parole, c'est souvent l'artiste qui nous permet de poser un regard critique par rapport à la société. Et je suis totalement d'accord. Par contre, là où on devrait par rapport à la pandémie, vous en avez parlé aussi, c'est bien plus complexe que cela. Vous avez parlé des petites compagnies et des grandes qui ont des subventions. Mais en fait, pourquoi il y a eu nos cultures, nos futurs, où certains se sont rassemblés, ont essayé de parler d'une même voix, mais c'est très difficile, parce que les petites compagnies qui avaient des petits budgets de 2 000 ou 3 000 euros, on leur disait, mais si tu veux garder ton budget pour l'année prochaine, tu as intérêt à te taire. Donc elles n'osaient pas s'exprimer dans le cadre de la pandémie. Et dans le haut sens aussi, les grosses... allez, on parle des grands théâtres, comme en Belgique, le Théâtre National à Bruxelles ou autres, gardaient leurs subventions, avaient des salariés, et donc se retrouvaient aussi avec des salariés diminués. Moi, je travaille dans une radio indépendante, on n'a pas un problème de salariés, ce qui nous a permis de garder nos radios indépendantes et de venir en soutien aux artistes, 100%, donc discipline confondue. Et là où je trouve qu'effectivement, ce n'est pas bien compris par rapport au grand public, c'est ces difficultés, parce que souvent les gens ont dit « Mais comment ça se fait que les artistes, quand on reconnaîtra qu'un artiste, un plasticien, un écrivain ou autre, c'est un métier comme un autre et il a des gosses parfois qui doit faire vivre sa famille, ce serait super déjà. Hein. Et ça c'est éducationnel aussi, vous l'avez dit. Mais les gens se posent la question, mais comment ça se fait que tous n'y vont pas vraiment de front et ne portent pas, il n'y a pas un porte-drapeau. C'est toute la difficulté des petits et des grands. Et là, la France, vous êtes quoi, 68 millions d'habitants, un truc dans le genre, je ne sais pas. Nous, on suit très très fort la politique française. Je trouve que ce serait pertinent aussi que parfois la France ait un regard sur ce qui se passe chez ses voisins, parce que nous, la Flandre, la Wallonie, etc., c'est compliqué. Donc c'est départemental, et en même temps, pour le Covid, c'est fédéral. Alors imaginez le tohu-bohu, et c'est les artistes entre eux, sans le dire publiquement, qui vont de front, qui disent « Nous, on ouvre les lieux, parce que ces artistes ont besoin de créer. » Et le seul truc qui a été positif dans la pandémie, c'est cette envie de créer, parce que malheureusement, ils ne pouvaient pas travailler, mais il fallait qu'ils continuent. Et j'ose espérer que le public peut entendre que ce n'est pas facile de parler au nom d'une même voix. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et merci de nous éclairer là-dessus. Et sur les librairies, oui, il faut continuer à les soutenir. Effectivement, la loi de diminuer la taxe,
Je suis entièrement... Voilà, c'était juste un regard en tant que Belge. Et merci en tout cas. Ben, merci beaucoup. Étant moi-même belge d'une certaine manière, puisque mes grands-parents maternels l'étaient tous, et que j'ai terminé un de mes livres par cette phrase définitive, souvent je me sens belge, je me sens particulièrement proche de ce que vous dites. Et je n'oublie pas que les Belges ont été les seuls Gaulois jamais vaincus par César. Bon, les César, c'était pas mal quand même, non? Non, c'est juste une question. Hein. Il y a eu beaucoup de mouvements au début de pandémie, du style plus jamais ça, etc. On propose autre chose. Il y a eu beaucoup de pétitions, de rassemblements. Et est-ce qu'il y a, j'ai l'impression, en voyant un peu l'effet d'entonnoir, c'est-à-dire la multiplication des, c'est pas de ma faute, hein, la multiplication des projets qui explosent aussi aujourd'hui un peu partout dans les arts vivants. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une... j'ai pas d'impression, je ne sais pas si tu peux en avoir, sur est-ce que ce questionnement dans le grand public, hein, comme pour nous, est-ce qu'il est assez large ou est-ce qu'il est retombé, quoi? Je crains qu'il soit un peu retombé et que ça, c'est un des effets secondaires de l'usage du pass sanitaire. Je crois que à partir du moment où on constate dès aujourd'hui que la fréquentation des théâtres et des cinémas est plutôt en baisse, et donc cette conscience qui a pu exister à un moment n'est plus réactivée. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est morte, c'est un peu, voilà, elle est là, prête à se réenflammer, à mon avis. Personne ne peut décréter comment ni pourquoi, il faut simplement guetter le bon moment pour en être, tout simplement. Une dernière question. Votre travail sur les origines du christianisme a eu en son temps un grand succès à la télévision. Est-ce qu'on peut espérer que votre travail sur la propriété puisse aujourd'hui avoir un tel succès pour nos écrans, voilà. On peut espérer, je veux dire, un projet comme Corpus Christi, à mon avis, aujourd'hui, serait impossible à mener face à une télévision publique. Parce que, imaginez la tête d'un président de chaîne à qui vous allez expliquer que vous alliez tourner 12 heures de film sur 6 versets de l'évangile de Jean. Vous pourriez même pas finir la phrase qui vous aurait déjà foutu à la porte. Et sur la propriété, le combat est de même nature, parce que là aussi, la pensée normative à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, supposant, et c'est toujours une chose qui, moi, m'horripile, supposant l'inculture et la bêtise des spectateurs, disent « Ah non, il faut faire le plus court possible parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ». Alors qu'au contraire, moi je crois que c'est dans la durée et dans la profondeur que l'on s'adresse à l'intelligence des spectateurs. Simplement, là aussi, la puissance des télévisions privées fait que la télévision publique veut les copier et qu'on est dans cette situation où il n'y a plus, là aussi, ce que je disais tout à l'heure, de véritable espace de liberté de création. Quand j'ai tourné pour Arte La forteresse assiégée, là aussi, ça serait impossible aujourd'hui. Au départ, le projet, c'était de faire des 26 minutes. Moi, je ne voyais pas comment faire des 26 minutes. Et je me souviens, nous étions à Munich avec le directeur des programmes. Je lui ai dit, mais j'arriverai jamais à faire des 26 minutes. Il m'a dit, fais ce que tu veux, on arrivera bien à le programmer. J'ai fait un film de 3h10 qui a très bien fonctionné, etc. Et donc c'est contre ça, au fond, qu'on lutte, c'est contre ces pensées normatives et cette ossification de toutes les structures de diffusion, de tous les vecteurs de diffusion plus exactement. Et c'est vrai que j'ose pas penser aujourd'hui, j'aimerais beaucoup faire
une suite à Jésus et l'islam en faisant un film sur Ali, le troisième personnage de l'islam, pour lequel il faudrait consacrer 4 ou 6 heures pour bien faire comprendre et son importance et son histoire. Je tremble d'avance avant de raconter ça à qui que ce soit, même à Arte. Merci Gérard. Tu fais le lien avec le prochain débat sur la liberté de la presse. Merci à vous tous. Gérard Mordilla, vice-président des Amis de l'Humanité. Dans 5 minutes tout au plus, sujet grave, hein, ça nous préoccupe à l'Humanité, mais ça préoccupe tout le monde, hein, la liberté de la presse. On a un plateau très très riche, vous allez voir. Et on va beaucoup parler d'un certain... comment il s'appelle déjà? Ah, j'arrive pas à le prononcer, son nom. Ah oui, Bolloré.